Plus que jamais, on va le regarder, je crois, là, sous la loupe dans les prochaines semaines. Donc, rapidement, là, 3 parties prenantes qui sont importantes en matière de finances. Puis ici, là, je fais un rappel vraiment générique là, dans le cadre des activités normales. Je vais faire un parallèle tout le temps avec la situation de crise que l'on vit actuellement, mais c'est important de préciser les obligations, les responsabilités que le conseil d'administration a habituellement à faire face, parce qu'en temps de crise, ça ne veut pas dire qu'il se débarrasse de ces obligations-là. Ça veut dire qu'en fait, qu'il est encore plus sous pression. Donc, on a la direction générale qui est impliquée, on a l'auditeur externe et le conseil d'administration. On va aller un petit peu plus en détail au niveau de chacune des responsabilités. Donc, ici, on a les responsabilités de la direction générale. En fait, la direction générale là, se doit de préparer tous les rapports financiers et reddition de comptes aux différents bailleurs de fonds, gouvernements, etc., de s'assurer de maintenir la tenue de livre, donc la comptabilité à jour pour l'organisme. Puis je pense ici, en temps de crise, de reporter des éléments à plus tard en matière de comptabilité, ça ne serait pas nécessairement la meilleure chose à faire, étant donné qu'on veut avoir une vue juste sur nos finances. Ça permet d'avoir une tenue de livre à jour, les rapports financiers à jour. Ça permet d'avoir une meilleure vue sur nos finances continuellement. Là. Fait que ça, c'est un exercice qui est capital, surtout en temps de crise. Exerce son jugement pour déterminer comment comptabiliser certains éléments selon les normes de comptabilité, dresse le budget financier de l'organisation, qui est ensuite entériné, on va le voir plus tard, par le conseil d'administration, élabore des contrôles financiers internes, donc s'assure d'avoir une certaine séparation de tâches pour des activités qui sont plus à risque, etc. Et fournit toute l'information nécessaire à l'auditeur externe ainsi qu'au conseil d'administration. Pour les responsabilités entourant le conseil d'administration, le conseil d'administration exerce une surveillance sur le processus d'information financière de la direction et de l'organisme. Ce n'est pas juste la direction, mais si la direction est dotée d'un CFO ou d'un directeur finance, ben, c'est certain qu'elle va collaborer avec le conseil d'administration. C'est de s'assurer aussi que les rapports financiers sont appropriés, ceux-là qui sont montés par la direction générale. S'assurer aussi que les contrôles financiers en place sont appropriés. Ça ne veut pas dire que le conseil d'administration doit faire des contrôles nécessairement, mais il doit s'assurer qu'il y a un environnement de contrôle qui est adéquat. Le conseil d'administration aussi peut déléguer la surveillance des finances à un sous-comité. Par exemple, on le voit dans certaines organisations un peu plus grandes, il y a des comités d'audit, des comités de finances, des comités de trésorerie qui accompagnent le conseil d'administration pour tous les enjeux de financement, les enjeux d'état financier, etc. Donc, tous ces éléments-là peuvent être délégués au niveau des tâches. Cependant, le conseil d'administration doit vraiment s'assurer de continuer là, son devoir de diligence par rapport à la responsabilité d'approbation des états financiers. Donc, le comité d'audit ne peut pas approuver les états financiers, c'est vraiment une responsabilité qui incombe au conseil d'administration. Puis, on va le voir un petit peu plus loin, là, mais en temps de crise, les responsabilités du conseil d'administration ne sont pas nécessairement accrues dans le sens qu'ils ont le même niveau de responsabilité, mais clairement, c'est sous pression. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'avoir une vue juste sur tous ces aspects-là, de s'assurer que les contrôles internes qu'on faisait, qui étaient papier, par exemple, avant, puis là, on est à distance, mais on se dit on va le faire dans 3 mois, qu'on va revenir au bureau. Ce n'est pas la méthode à adopter. Il faut trouver un mécanisme, ce qu'on appelle contrôle compensatoire ou une façon d'opérer le contrôle à distance. Donc, ça serait vraiment l'avenue à faire là, pour tout ce qui est la situation actuelle pour assurer là, que le conseil d'administration puisse répondre à ses obligations. Par rapport aux responsabilités de l'auditeur externe,
En fait, l'auditeur AXEN, lui, joue un rôle clé avec le processus des états financiers d'un organisme à but non lucratif. Donc, il exprime une opinion professionnelle sur les états financiers. On le voit ici un petit peu les types d'appréciation qui existent, là. Donc, on en a trois. On a l'audit des états financiers, on a l'examen, on a l'avis au lecteur, ou bien aussi on appelle récemment là, avec les nouvelles normes comptables, là, la mission de compilation. Et chacune de ces appréciations professionnelles-là a un différent niveau d'assurance, un différent niveau d'opinion, de type de travaux, ou bien des coûts aussi qui sont différents pour chaque. Donc, c'est quand même à considérer dans votre choix de prenante avec lequel l'organisme fait affaire par rapport à le fameux enjeu là, sur la continuité d'exploitation. Donc, par rapport à ça, c'est certain que si vous voyez dans vos états financiers une lettre par rapport à la continuité d'exploitation. Vous n'aviez pas vu de signaux ben là, c'est certain qu'il faudrait prendre action assez rapidement. Parce que quand on est rendu là, ça veut dire que l'auditeur ne voit pas l'organisation continuer dans les prochaines, dans l'avenir à court terme, court, moyen terme. Donc, quand même, il faudrait action assez rapidement à ce niveau-là. Un autre sondage, Philippe, si tu pouvais y aller. Quel est votre niveau de connaissance de la gestion des risques financiers au sein d'une organisation? Juste, Benoît, t'aviser, on a quelques problèmes au niveau du son et de l'image. Donc, peut-être pour certaines personnes, ça serait bien de couper la vidéo de l'image de Benoît. Et si ça se poursuit, Benoît, on va enlever également ta vidéo pour libérer un peu de la bande passante. Désolé, je vais mettre le sondage maintenant. Super, merci Philippe. Donc, Philippe, on va voir combien de résultats on a rentrés. OK, quand même une bonne partie ont quand même c'est ça, autour de 56 %. C'est quand même très, très intéressant. Puis, autour de 35 qui ont peu ou pas de connaissances, là. Fait que c'est super. Fait que, dans le fond, je pense qu'on va y aller vraiment rapidement pour la gestion des risques aujourd'hui, étant donné qu'il y a un autre webinaire la semaine prochaine qui est axé un petit peu plus là-dessus, surtout au niveau légal. Cependant, en matière de gestion des risques financiers, là, c'est important que le CA se remplisse de ses obligations envers l'organisation et ses parties prenantes, spécifiquement en temps de crise. Donc, cette gestion des risques-là peut, comme je le mentionnais un petit peu préalablement, se faire à l'aide d'un comité, d'un sous-comité comme un comité d'audit, comité de risque, comité de finances à l'intérieur d'un CA, mais la surveillance des risques financiers demeure la responsabilité du conseil d'administration. Donc, une gestion des risques 101, c'est là que je vais passer, disons, un petit peu plus rapidement, comme on a beaucoup de contenu à voir en peu de temps aujourd'hui. Rapidement, la gestion des risques 101, ça se fait en 4 étapes. Donc, on a l'identification des risques financiers et non financiers. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les risques financiers. Deuxième étape, l'évaluation. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver très fortement ou c'est peu probable? Et c'est quoi les impacts? C'est-tu critique? C'est-tu faible pour l'organisme? Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place pour s'assurer que l'organisation ne soit pas impactée ou que le risque soit mitigé?
On a par la suite aussi l'étape qui est primordiale, que le conseil d'administration doit s'assurer d'une certaine surveillance. Les étapes 1 à 3, généralement, ça peut être fait par la direction générale ou les employés de l'organisation, mais l'étape 4, là, le conseil d'administration ne s'en sort pas, donc il faut s'assurer d'avoir une certaine vigie par rapport à ça. Là, il semble avoir un petit bug. Parfait. Juste ici. La technologie, on ne s'en sort pas. Juste ici. Et voilà, je reviens à vous. Donc, un peu plus en détail, les 4 étapes que je mentionnais, là, quand on parle d'identification des risques, donc, c'est s'assurer qu'on a identifié adéquatement tous les types que l'organisme pourrait faire, tous les types de risques que l'organisme pourrait faire face. Donc, ça peut être du risque de crédit. Si l'organisme avait un emprunt auprès d'une institution financière, bien, dans le fond, elle pourrait avoir un risque de crédit si elle n'est pas en mesure de pouvoir payer adéquatement justement ses engagements envers l'institution. Ou aussi, au même titre, si elle doit recevoir certaines cotisations de ses membres, puis on constate que ces membres ne seront pas en mesure de leur payer, on pourrait avoir un risque de crédit ici. Même chose, risque de liquidité. Donc, l'encaisse, la trésorerie qui est sous pression en ce moment, là, si on n'a pas assez de fonds, ça pourrait être impactant. Donc, identification des risques, c'est une première étape. La deuxième, c'est l'évaluation du risque. Donc, le niveau de probabilité, comme je parlais tantôt, peu probable, probable, très probable. L'impact potentiel, c'est du critique, modéré ou faible. Je vais rapidement à travers ce sujet-là, mais je crois qu'il est primordial. En annexe à la présentation, il va y avoir des liens qui sont partagés là, afin de pouvoir vous aiguiller des outils, des matrices de risque, etc., qui vont pouvoir là, vous aider. Là. Mais je pense que c'est important de quand même survoler certains thèmes aujourd'hui. Donc, mitigation des risques, là, ça, c'est quand on met en place là, des contrôles pour s'assurer que justement là, le risque qu'on a identifié est mitigé. Certains exemples très pratico-pratiques, c'est un fameux contrôle de révision par le conseil d'administration, par le trésorier, par la direction générale, que les déductions à la source, donc que disons, les impôts des gouvernements fédéraux et provinciaux, RQAP, ARQ, etc., est bien retenu sur les paies des employés. Donc, le fait de voir, OK, c'est bien retenu, puis de ne pas avoir une surprise après un an, on a oublié d'enlever les déductions à la source, c'est un contrôle qui est super clé pour plusieurs organisations. Une politique de dépenses aussi, c'est un des exemples concrets quand on parle de mitiger les risques financiers, de s'assurer que la direction générale ne fasse pas l'achat d'un immeuble ou peut-être, disons, si on ramène ça à des cas plus pratiques, des fournitures de bureaux, de l'équipement informatique, alors que l'organisme n'avait pas le budget ou les réserves pour. Donc, c'est d'avoir certains paliers d'identifier qui permettent là, une meilleure gestion des risques financiers là-dessus. Pour ce qui est de surveillance des risques, là, comme je mentionnais, ça, on ne s'en sort pas. Cette activité-là doit toujours être effectuée par le conseil d'administration, soit d'avoir un certain reporting par rapport au conseil, donc les risques identifiés, d'avoir un statut annuel ou bien trimestriel sur voici le statut. Ça pourrait être une des façons que le conseil d'administration puisse bien surveiller ces risques. Pour ce qui est de la gestion de crise, je fais le parallèle un petit peu avec la gestion des risques financiers afin de bien identifier, bien cerner là, les enjeux, les risques financiers à court, moyen terme dans une situation exceptionnelle comme on le vit. C'est important de bien gérer ces risques reliés à la continuité des affaires
Puis, tout l'aspect financier est aussi important. Mais quelques conseils pratiques pour s'assurer d'avoir une bonne gestion de crise globale, donc pas juste financière, mais bonne gestion de crise globale, c'est de s'assurer de mettre sur pied une cellule qu'on appelle dans le langage courant de la gestion des risques ou bien un groupe de personnes ou un comité qui sont des personnes clés qui s'assurent que tout ce qui est communication, tout ce qui est coordination, tout ce qui est besoin financier ou non, soit géré. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui est clé en période de crise comme on le vit actuellement. Donc, je me souviens la journée qu'on a été déclaré là, que c'était une pandémie globale. On a vu beaucoup d'organisations sortir des nouvelles, etc., qui mettaient en place des mesures. Mais ça, c'est justement là, des gens qui s'assurent de se réunir autour de la table puis d'adresser les enjeux critiques à court, moyen et long terme. Opérationnaliser ou bâtir le plan de continuité des affaires. Pour certaines organisations, peut-être que vous n'aviez pas accès à un plan peut-être que vous n'aviez pas de plan de continuité des affaires. C'est important d'en avoir un en ce moment, surtout. On voit justement là, les faiblesses des plans de continuité des affaires qui avaient été dressés par le passé. C'est certain qu'on fait face à une situation qui n'a jamais été vue ou presque, dans laquelle on vit confiné, on vit à l'extérieur, on vit avec des systèmes à distance. Mais si vous n'aviez pas de plan de continuité des affaires, c'est important d'en faire un. C'est important de s'assurer de bien identifier c'est qui les personnes clés, c'est quoi les systèmes utilisés, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'actuellement, la majorité des gens, il y en a certains qui peuvent travailler à distance, mais peut-être que ça peut s'essouffler. Si la crise perdure, peut-être qu'on ne pourra plus remplir les obligations financières, les obligations aussi de services que l'organisation a été mandatée. Donc, c'est important d'avoir un plan de continuité, d'identifier c'est qui les personnes clés, c'est qui justement, qu'est-ce qu'on fait si on doit être 100% en télétravail. Fait que ça, encore là, il va y avoir un peu plus de guidelines ou d'informations en annexe là, afin de pouvoir vous orienter. Parce que c'est tout un gros sujet. Suivre de façon périodique la situation par la direction générale et le conseil d'administration. Ça, je pense que c'est clé. Je sais que vous aviez une discussion sur l'animation à distance d'un CA la semaine dernière. Je ne sais pas si Laurent Vorelli, qui est élémentaire, en a parlé, mais suivre de façon périodique la situation, c'est super important. Puis d'un point de vue financier, ça l'est plus encore. Donc, exemple, si on n'avait pas idée en date d'aujourd'hui, c'est quoi notre montant de compte bancaire, donc notre encaisse, notre trésorerie pour tel organisme, ben, c'est certain que ça peut, disons, être inquiétant. Il faudrait s'assurer d'avoir les informations à jour pour si jamais il y a des décisions difficiles qui doivent être prises, là, que rapidement on peut se positionner et limiter les risques pour l'organisme. Aussi, ce qui est important, c'est moins financier, mais je pense que c'est vraiment clé. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Un plan de relève en cas d'absence du président du conseil d'administration ou de la direction générale. Je pense que c'est vraiment clé. Ce n'est pas tous les organismes qui ont des relèves identifiées. Puis si jamais le président, la direction générale tombe malade, puis il n'y a pas d'employé qui peut prendre la relève, c'est au CA d'assurer la continuité, de trouver quelqu'un pour remplacer la direction générale. Donc, c'est important aussi de penser au même titre au niveau du président du conseil, de s'assurer de penser à cet élément-là. Quelques pistes de réflexion à l'égard des responsabilités financières. Puis là, Philippe, j'aurai un autre sondage pour toi. Donc, c'est quoi la priorité de votre organisation en ce moment? Fait qu'on parle de priorité financière. Fait que c'est pour ça qu'on a certains thèmes financiers. Donc, c'est bon, Philippe?
Donc, on voit que la majorité des gens actuellement pensent que la priorité financière de leur organisation entoure la continuité de l'organisation. Donc, c'est certain là, que peut-être que ça peut se traduire par le fait que beaucoup d'enjeux de liquidité, beaucoup d'enjeux là, à se questionner sur est-ce que l'organisation va être capable de remplir ses obligations pour les prochaines années. Fait que c'est quand même, dans le fond, je pense, un signe là, assez important. Fait qu'on va pouvoir aller dans les détails là, sur les mécanismes là, qu'on pourrait se prévaloir là, pour assurer la continuité d'exploitation de l'organisation. Donc, les pistes de réflexion à l'égard justement des responsabilités financières. Donc, certains éléments à considérer. Là, quand on parle de gestion de trésorerie et de liquidité, c'est un petit peu plus à court terme, mais c'est quand même primordial. Les sources de financement auxquelles on pourrait avoir accès, la réduction des coûts, la continuité des activités par le fait même, et la gestion du budget. Fait qu'on va aller dans chacun de ces thèmes-là un peu plus en détail dans les prochaines diapositives. Pour ce qui est de l'ensemble de ces éléments-là, puis de la continuité des activités, etc., ce qui est juste important, comme je mentionnais tantôt, c'est de s'assurer de garder le même niveau ou même un contrôle un peu plus ardu que vous aviez auparavant. Parce que c'est vraiment en temps de crise que souvent, si on a un peu plus de laxisme ou quoi que ce soit à l'égard de certains contrôles, par exemple, je mentionnais tantôt là, la signature papier par quelqu'un, on est à distance, donc c'est pas grave, on va le faire dans 3 mois. Mais là, si jamais ce contrôle clé-là est insatisfaisant, ça fait en sorte qu'il pourrait avoir des lacunes importantes pour l'organisme. Donc, le contrôle interne là, va être vraiment sous pression, en plus de la trésorerie, les pertes de revenus potentiels, etc. Donc, vraiment s'assurer de stabiliser ça. C'est sûr qu'on peut, disons, élargir un peu puis rendre ça un peu plus simple. Donc, je pense très bien qu'on avait une signature avant, mais là, si on a un courriel qui atteste que la personne a révisé tel élément, je pense que ça peut démontrer quand même là, une bonne validité là, du contrôle. Là. Fait que juste penser à la façon de transformer là, les contrôles qui étaient faits. Pour ce qui est de la gestion de la trésorerie et de la liquidité, surtout en temps de crise, là, la première étape, en fait, là, puis ce qui est super important, c'est d'identifier les obligations financières à court et long terme pour l'organisation. Je parle à long terme dans une optique de plusieurs mois. Donc, pas des 3 prochaines années, là, mais vraiment un 12 mois, disons. À court terme, là, on parle plus des prochaines semaines, là, vu qu'il y a l'aspect service essentiel, service non essentiel au Québec. Donc, il y a certaines activités qui sont complètement arrêtées. Quand ça va repartir, c'est certain que peut-être que ça va être moins sous pression, la trésorerie et la liquidité. Mais on ne veut pas passer d'une crise de liquidité à une crise de crédit, par exemple. Donc, en s'en étant ou en n'étant pas en mesure de remplir nos obligations dans 12 mois. Donc, s'assurer d'avoir une vue autant 1 mois que 12 mois. L'état de flux de trésorerie peut aider à identifier les besoins de liquidité. C'est l'état que j'ai parlé au début de la présentation, au début du webinaire. Je pense qu'il y a un élément assez intéressant qui se retrouve en annexe. En fait, là, on a la Banque nationale, elle a développé un petit calculateur de flux de trésorerie qui peut être très intéressant pour les organisations. Donc, il va être fourni suivant la présentation. Là, je pense que c'est très pertinent pour ceux qui n'avaient pas ou qui cherchaient un moyen de calculer l'état des flux de trésorerie. Là. Fait que ça va être vraiment, je pense qu'il est bien fait. Là. Fait que, à regarder. Donc, s'assurer d'identifier les obligations financières de l'organisme, que ce soit les salaires, les fournisseurs, loyers, etc. Et toujours avoir à l'œil le niveau de liquidité de l'entreprise. Comment qu'on peut avoir à l'œil ce niveau de liquidité-là? Ben, c'est en mettant des indicateurs. Est-ce qu'on veut savoir le solde bancaire quotidien? Est-ce qu'on veut avoir un ratio de fonds au roulement?
un ratio de fonds de roulement, ça peut indiquer vraiment, là, ça va être quoi la situation de l'organisme en termes de liquidité. Donc, c'est vraiment, il y a un peu plus de détails, comme je mentionnais là, en annexe là-dessus, plus théorique, mais très rapidement, là, c'est actif à court terme sur passif à court terme. Fait qu'un un ratio en bas de 1, en fait, démontrait certaines lacunes ou certaines améliorations, là, étant donné que ça voudrait dire que l'organisation ne pourrait pas suffire à ses obligations financières à court terme. Donc, un rappel important, tantôt, je parlais en matière de contrôle interne, là, s'assurer que les déductions à la source là, sont toujours payées, que ce soit l'impôt, la RQ, l'assurance emploi, etc. C'est une responsabilité qui incombe autant à la direction qu'au conseil d'administration. Et le fait des reports d'impôts pour les particuliers de production, de déclaration, ça ne veut pas dire que les retenues à la source sont reportées. Donc, c'est important là, en temps de crise là, de s'assurer que ça, c'est bien maintenu. Par rapport aux sources de financement disponibles, là, je pense qu'on a tout à gagner, toutes les organisations ont à gagner là, d'aller vraiment vers les mesures d'aide gouvernementale qui ont été déployées. Il y a beaucoup de mesures qui sont avantageuses pour les organismes à but non lucratif, les entreprises en général. Je pense qu'on l'a vu aussi dans les médias là, avec Air Canada qui mettait à pied, je crois, une partie de son personnel en mars, puis suite aux mesures des subventions salariales d'urgence du Canada, ils ont réembauché ses employés. Fait que c'est vraiment des programmes, je vous invite, là, les liens vont être en annexe encore, mais il y a des programmes très intéressants. Donc, au niveau fédéral, là, on a notamment la subvention salariale d'urgence du Canada. Là. Donc, si on a des pertes de revenus pour en mars, en avril et en mai, donc 15 et 30 et 30 le gouvernement fédéral va pouvoir octroyer 75 du salaire et demande aux organismes de payer seulement 25 s'ils le peuvent. Là. Fait que c'est certain que c'est très intéressant si vous êtes dans cette situation-là. Compte d'urgence pour les petites entreprises qui s'appliquent aux organismes à but non lucratif également. Donc, il y a certaines exigences, là, mais c'est assez simple comme exigence. C'est de base. Donc, entre avoir une masse salariale entre 50 000 et 1 million, d'avoir un compte actif au 1er mars 2020 et d'être un bon payeur, c'est-à-dire ne pas avoir de retard dans les 90 derniers jours avant la date du 1er mars. Là. Donc, c'est des exigences de base. Il n'y a pas besoin de démontrer un manque de revenus ou un temps de perte ou quoi que ce soit. Vraiment, ces trois critères-là, là, il y en a juste un décrit, mais il y a un peu plus de détails en annexe. Puis c'est un prêt de 40 000 qui est garanti par le gouvernement. Puis, dans le fond, si jamais vous le remboursez avant la fin du terme, donc avant, je crois que c'est sur 3 ans, en fait, il y a même une exemption de 10 000 Fait que, dans le fond, les OBNL pourraient bénéficier d'un gain de 10 000 si jamais ils font application à cet outil-là et sont en mesure de passer au travers de la crise puis de pouvoir rembourser dans les délais. Donc, c'est un programme qui se veut assez intéressant pour les petites entreprises et les organismes à but non lucratif qui respectent les critères d'admissibilité. Au provincial, on a également des mesures d'aide gouvernementale. C'est un petit peu plus éclaté, donc moins provenant de la même source. On a différents gouvernements. Il y a le fameux programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, mais il y a aussi l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises là, qui sont à travers les différentes MRC du Québec. Là. Donc, je vous invite vraiment, là, comme je mentionnais, en annexe, il y a les liens. C'est bien fait quand même sur les 2 sites gouvernementaux du Québec et du Canada. Je vous invite à appliquer, si vous êtes admissible là, sur ces mesures-là. C'est des mesures qui sont mises de façon exceptionnelle puis qui pourraient vraiment vous sauver de prendre des décisions difficiles pour l'organisme. Parce que d'obtenir de l'argent en période de crise où tout le monde cherche la liquidité, c'est peut-être plus difficile, sauf si, évidemment,
vous avez réussi à fabriquer des masques N95, par exemple. Mais fait que c'est quelque chose à aller chercher. Pour la thématique sur la réduction des coûts et la continuité d'exploitation, donc, il y a vraiment plusieurs stratégies en matière de réduction des coûts. Il n'y a malheureusement aucune formule miracle, c'est-à-dire on ne peut pas arriver avec une baguette magique puis essayer de tout effacer les dépenses ou les obligations financières. Mais c'est certain que les stratégies entourent beaucoup la réduction des dépenses, donc tout ce qui est frais variables qu'on appelle. Donc, le report d'achat d'équipements, de fournisseurs, de bureaux, matériel, informatique, formation, colloques. On va en parler un petit peu plus bas, mais il y a aussi la masse salariale, malheureusement, qui peut être réduite. Fait que ça, c'est une optique qu'on n'a pas le choix. On essaie de compresser encore plus. Puis comment le faire? Ben, c'est certain que là, on va en parler un peu plus dans la section budget, mais de faire des scénarios, ça peut vraiment aider. Là. Bon, si je coupe telle dépense complètement, ça pourrait aider. C'est sûr, diversifier ses sources de financement, c'est toujours aussi une façon de s'aider. Sans passer par la réduction des coûts. Mais comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, c'est plus difficile, malgré que les mesures d'aide gouvernementale pourraient contribuer. Donc, aussi, une autre mesure, réduction des coûts ou bien efficacité opérationnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en télétravail, travail à distance, c'est souvent une personne peut faire plus qu'elle faisait au bureau. Que ce soit parce qu'elle est plus efficace dans sa bulle, peut faire plus de tâches à la fois, par exemple. Donc, est-ce qu'une personne peut faire 2 tâches au lieu d'une? Puis je sais que c'est votre quotidien, l'efficacité opérationnelle dans vos organisations, mais je pense que d'avoir un chantier par rapport à ça qui émane du conseil à la direction générale, d'avoir un to-do de vraiment brainstorming, je pense que l'ensemble des employés peuvent amener des idées super intéressante. Là, fait que ne pas hésiter, puis aussi ne pas hésiter à parler à vos différents pairs, donc les autres organismes, qu'est-ce qu'ils ont mis sur pied en télétravail, comment améliorer, parce qu'il y a certains employés qui ne peuvent pas travailler toute la journée, il y en a qui peuvent travailler le soir. Y a-t-il moyen de faire en sorte que l'offre de service soit toujours la même? Fait que c'est un petit peu de regarder cette notion-là d'efficacité opérationnelle. Pour ce qui est de l'ajustement, des ajustements à la masse salariale, donc on peut d'abord, en premier lieu, peut-être proposer une réduction d'heures donc, aux employés, là, donc, avant de passer à la mise à pied. Donc, par exemple, d'offrir qu'on paye à 80 puis une journée semaine, c'est à ses frais, donc il est en congé une journée semaine. Donc, on paye 4 jours semaine, disons. Là, fait que ça peut être un avenue qui est intéressante. Sinon, vraiment à l'égard des mises à pied temporaires ou définitives, dans certains cas, il ne faut pas hésiter à être accompagné par un conseiller juridique parce que selon le droit du travail, là, ça peut comporter certaines avenues. Là, fait que si vous êtes rendu là, malheureusement, mais justement, n'hésitez pas, si vous avez un sentiment de stress ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter là, un conseiller juridique. Justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de ressources bénévoles qui ont été mises sur pied suite au début de la crise. Là. On parlait du webinaire tantôt de la semaine prochaine. Il y a des aspects légaux intéressants qui vont être discutés, je crois. Fait que ça peut être intéressant aussi d'aller chercher l'information à gauche, à droite si on n'a pas les moyens de se doter d'un conseiller juridique. Donc, il peut y avoir aussi certaines ententes de paiement avec des fournisseurs, avec des institutions financières. Ça peut sembler un petit peu que tout le monde soit dans le même bateau, mais il faut juste se rappeler qu'avant la crise du COVID-19, on avait un petit ralentissement économique, mais ce ralentissement-là n'était pas majeur. C'est-à-dire que la majorité des entreprises étaient quand même en bonne situation financière. Ce n'est pas l'économie qui a tombé, c'est vraiment la paralysie du COVID-19. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que l'économie, le marché boursier, etc., s'est effondré. Fait que ça ne veut pas dire que votre fournisseur de services, que votre institution financière est en difficulté.
Fait qu'eux, ils pourraient même justement agir comme bons citoyens corporatifs et bien sûr venir à une entente avec vous. Donc, on l'a vu là, dans les médias aussi, là, par exemple, Vidéotron, TELUS ont engendré le pas pour dire qu'il n'y avait aucune limite sur les forfaits de données à la maison. Il y a beaucoup d'institutions financières, justement, aussi, qui reportent les paiements. Donc, ne pas hésiter à les appeler via les canaux là, qui ont indiqué, là, que ce soit à travers un directeur de compte ou à travers là, les sites web en ligne. Donc, important par rapport à la continuité des affaires. Dans le fond, juste si jamais vous voyez qu'il y a un essoufflement, qu'il y a un enjeu de continuité, il est vraiment impératif pour le conseil d'administration et la direction générale là, de se doter des outils, des ressources pour avoir une stratégie par rapport à la continuité. Je pense qu'il faut éviter d'avoir l'option de se dire, OK, on va être capable de arrêter les travaux de l'organisme, de fermer l'organisme seul. Je pense vraiment là, que ça vaut la peine que vous retournez vers un expert, un conseiller en syndic de la faillite ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire non plus que la faillite est une option pour l'organisme. Justement, ce professionnel-là va pouvoir faire du cas par cas, vous accompagner, évaluer si il y a des éléments qui peuvent être redressés à court terme ou si justement se placer sous la loi de la faillite est la seule option ou la fermeture complète là, des activités. Fait que je pense que c'est vraiment important de regarder cet aspect-là parce que si jamais c'est un enjeu, puis on le voyait tantôt dans le sondage, c'est beaucoup un enjeu. Je ne sais pas si les gens ont interprété continuité comme on veut s'assurer que tout aille bien ou bien on a un enjeu qu'on va fermer l'organisme le mois prochain si on n'a pas reçu telle somme d'argent. Donc, c'est vraiment plus dans l'option justement qu'on est rendu qu'il y a des gros signaux d'urgence là-dessus. Donc, en cas d'enjeu de continuité, ne pas hésiter à aller voir un professionnel. Je parlais tantôt aussi de l'auditeur externe. L'auditeur externe peut se prononcer dans les états financiers là, qui doutent sur la continuité d'exploitation de l'organisme au vu des résultats financiers. Donc, c'est vraiment important de porter attention si jamais ça apparaît dans les états financiers. Comme je mentionnais, vous devriez préalablement avoir été informé des discussions là-dessus. Ça ne devrait pas être une surprise. Si c'est le cas, je pense qu'il faut vraiment sonner l'alarme puis s'assurer de prendre en charge là, cet élément avec assez de sérieux. Je parlais tantôt d'une cellule de crise. Bien là, ça peut être un comité spécial qui regarde le tout parce que je pense que c'est vraiment important pour assurer soit la pérennité de l'organisation ou bien s'assurer que vous faites votre devoir de diligence en tant qu'administrateur de société, là, vraiment avec loyauté, respect, transparence, etc. Budget en période d'incertitude, donc autre thème qu'on voulait aborder. Là. Donc, si vous aviez organisé un budget avant le mois de mars ou les dernières semaines, puis vous l'aviez approuvé au conseil d'administration, etc., je suggère fortement de recommencer l'exercice. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais normalement. On approuve un budget en état, un budget spécial, un budget annuel en début d'exercice, puis on le révise, on le suit au fil à mesure de l'année, puis on le révise l'année suivante. Mais vu que c'est une période exceptionnelle, ça veut dire mesure exceptionnelle. Donc, c'est important de vraiment revoir potentiellement ce budget-là et d'avoir peut-être certains scénarios pour que le conseil d'administration puisse justement discuter là-dessus, puis de voir est-ce qu'on penche plus vers un scénario pessimiste, probable, un scénario plus optimiste. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre plusieurs scénarios sur la table, puis d'en approuver un. Pas d'approuver les 3 scénarios, mais d'en approuver un. Mais effectivement, là, on ne peut pas dire à quoi va ressembler là, les prochains mois, la prochaine année. Fait que c'est certain qu'il faut être assez conservateur dans nos hypothèses. Donc, peut-être que l'option optimiste va peut-être être à écarter, à moins que vous fassiez fabriquer des N95. Peut-être que c'est en demande en ce moment.
Aussi s'assurer, là, c'est ça, le conseil d'administration a toujours la responsabilité d'approuver le budget, et ça, malgré les circonstances exceptionnelles, là. Fait que, on peut comprendre si vous n'êtes pas à l'aise d'approuver un budget qui va être complètement chamboulé au courant des prochains mois. Mais par souci de saine gestion des risques financiers, là, je pense que c'est vraiment important d'avoir du moins là, un nouveau budget avec des nouveaux scénarios qui soient mis sur pied afin de vous attendre au pire, justement. Puis ça pourrait guider là, votre exercice de décision tout au long de l'année en matière financière. Normalement, certains organismes suivaient le budget peut-être une fois ou deux par année. Il y en a certains que c'était peut-être trimestriel, il y en a peut-être que c'était de facto à chaque rencontre. Donc, peut-être aussi revoir la fréquence selon votre confort par rapport à ça. Donc, s'assurer, si vous voulez garder une vue là-dessus, donc ne pas hésiter là, à y aller à la fréquence appropriée. Donc, petite conclusion de mon côté, puis je pense que je vais laisser la parole à Philippe après. Là, fait que, en temps normal, le conseil d'administration et la direction générale jouent un rôle assez important à l'égard des finances. Ce rôle-là n'est pas différent en temps de crise, il est même sous pression. Je ne veux pas nécessairement dire le terme accru parce que oui, il y a beaucoup plus de travail, mais les responsabilités financières demeurent les mêmes. Donc, en temps normal, on doit s'assurer de la continuité, on doit s'assurer du budget, on doit s'assurer de remplir nos obligations financières. Mais en temps de crise, tout va plus rapidement. Donc, peut-être que le message que je lancerai aujourd'hui, c'est de s'assurer d'avoir une vue sur ces éléments-là, même si ce n'est pas vous le trésorier au sein de l'organisation, si c'est quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à mettre les mains à la pâte pour justement que cette personne-là ne soit pas seule prise avec ça. Je pense que c'est la responsabilité de tous les administrateurs là, à l'égard des obligations financières. Donc, n'hésitez pas à aider vos collègues. Je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir passer à travers la crise. C'est un petit peu pour ça aussi que je voulais profiter de l'occasion aujourd'hui de venir vous parler de finances. J'espère que vous avez apprécié le webinaire. Puis j'aimerais juste aussi, avant de céder la parole à Philippe, dire merci à Concertation Montréal pour l'opportunité. Puis aussi, j'aimerais vous souhaiter bon courage à tous là, pour la suite des choses. Philippe, je te laisse le mot à la fin. Oui, merci beaucoup, Benoît. Donc, à la fin de la présentation, il y a aussi là, des références qui vont vous être communiquées. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous allez recevoir un courriel qui donne quelques références. Du côté de CPA Canada, il y a beaucoup d'outils qui existent, notamment la série 20 questions que les administrateurs devraient se poser sur toutes sortes de sujets. On parle notamment des états financiers. Donc, c'est une bonne occasion peut-être actuellement pour revoir vos propres états financiers qu'on voit des fois, qu'on parcourt rapidement avant l'Assemblée générale. Mais là, c'est une occasion peut-être de replonger dans tout ça, puis d'en faire une lecture un peu plus poussée. Donc, vous avez reçu à 15h45, pardon, un hyperlien pour compléter une évaluation de la formation. Donc, merci de prendre le temps de la compléter. Ça nous aide. Vous aurez l'occasion aussi de suggérer des thématiques que nous pourrons aborder lors de futurs webinaires. La semaine prochaine, on va parler du soutien que le CA peut apporter à la direction générale. C'est important, c'est toujours important, mais particulièrement dans la situation qu'on traverse actuellement. Pour les directions également, n'hésitez pas à faire appel à votre CA si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'expertise, parce que les réseaux de vos administrateurs peuvent vous donner accès à un comptable, à une avocate ou quelqu'un qui peut vous donner un coup de pouce sur une question bien précise. Donc, comme je l'ai dit, on a reçu énormément de questions. On va essayer de voir si, à travers tout ça, on peut développer certaines réponses. On vous reviendra sur le sujet. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain webinaire de Concertation Montréal et les prochaines thématiques qui vont débuter à partir du 29 avril vont être communiquées dans les prochains jours. Donc, je vous invite de rester à l'écoute.
Mais si vous êtes inscrit au webinaire d'aujourd'hui, si vous avez reçu un courriel de confirmation, vous êtes automatiquement dans notre liste d'envoi. Donc, je vois qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. N'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel si vous avez des questions plus précises. Donc, merci encore, puis bonne semaine à tous. Au revoir. Et merci grandement, Benoît, pour ton aide précieuse.